Dans le MAC de la Santé aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Léa Moukanas. Bonjour Léa. Bonjour. Vous avez créé une association à l'âge de 15 ans, une association qui vient en aide aux jeunes atteints de cancer, avec une particularité, une grande partie des bénévoles sont des jeunes. Tout à fait. Eh bien, vous allez nous raconter ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue au MAC de la Santé. Je suis à la fois triste et ravi de vous accueillir. Triste parce que c'est la dernière de la saison du MAC de la Santé, mais ravi puisque c'est toujours un plaisir de partager une heure avec vous et avec l'équipe du MAC de la Santé, puisqu'on va répondre aux questions qu'on reçoit et celles que vous recevez. Rim, bonjour. Bonjour Jimmy. Aujourd'hui, vous répondez à la question de Lucienne à propos des fruits. Une question un peu déroutante. Oui, alors je sais pas, quand vous avez un peu de pourriture sur un fruit, est-ce que vous le mangez ou non? Oui, j'enlève le pourri. Bah voilà, c'est la question de Lucienne. C'est la question de Lucienne, donc on va voir que la réponse est surprenante. Laura Demange, bonjour. Bonjour, écoutez, moi je vais vous inviter à pousser vos canapés. Ouais, parce que peut-être qu'on va danser. Oh. Petite surprise en fin d'émission. Exceptionnellement, la chronique de Laura Demange sera à la fin et elle a une surprise pour vous. Et même moi, je ne suis pas au courant de ce que vous allez faire. Je ne sais absolument pas. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Raphaël Aumont, bonjour. Bonjour. On va faire une tartinade de 2 thons. Moi, j'adore le thon. Ah oui, c'est l'été. Elle a l'air plutôt pas mal. Au thon piquant, quel est le problème, Là, Raphaël? dans votre main, vous avez 30 ingrédients. 30 ingrédients. 30 ingrédients dans ce plat. Alors que normalement, c'est thon, mayonnaise, Ouais. quelques épices, 5-6 quoi. Voilà. Et on va le faire maison. Allez, voilà. Le MAC de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans les Landes, direction Cap-Breton, dans un centre de rééducation qui prend en charge des sportifs du monde entier et qui soigne leurs blessures en quelques semaines. Dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la sieste. Quels sont les bienfaits de la sieste? Peut-on en faire tous les jours? Quelle est sa durée idéale et à partir de quelle heure il ne faut surtout plus en faire? Les explications avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Il est médecin du sommeil. Mais tout de suite, c'est notre invité du jour. Et nous sommes ravis d'accueillir Léa Moukanas. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alors à Léa, vous avez 26 ans, mais votre aventure commence quand vous avez 15 ans. À cet âge-là, on pense plutôt aux amis, au lycée, aux études. Et vous créez une association, AIDA, qui accompagne des jeunes atteints d'un cancer. Alors tout commence avec votre grand-mère qui est tombée gravement malade. Alors oui, effectivement, l'histoire d'Aïda a démarré quand j'avais 15 ans. Ma grand-mère tombe malade, elle a une leucémie et là je me rends compte quand elle est hospitalisée qu'elle partage le même couloir, parfois même la même chambre, avec des jeunes qui ont 18 ans, qui ont 20 ans. Et je me dis, c'est fou parce que quand on est un enfant, on est soigné avec des enfants, quand on est un adulte avec des adultes, mais quand on a 18 ans, 20 ans, on peut se retrouver à partager sa chambre avec ma grand-mère. Et donc ça me marque beaucoup à ce moment-là. Vous découvrez le monde de l'hôpital à 15 ans. Qu'est-ce que vous avez découvert qui justement a changé votre regard et qui vous a dit, tiens, il va falloir faire quelque chose? Alors, je pense qu'il y a eu 2 choses. Je pense que la première, c'est celle que je viens de vous partager sur le fait que quand on a entre 15 et 25 ans ou 30 ans et qu'on est hospitalisé, on n'est pas toujours entouré de jeunes qui ont notre âge. On peut se retrouver à être soit avec des enfants, soit avec des adultes. Et la deuxième, ça a été ensuite la volonté de vouloir m'engager avec des associations dans les hôpitaux il y a 11 ans et de me rendre compte qu'il fallait avoir 18 ans ou 21 ans pour pouvoir faire du bénévolat à ce moment-là. Et donc que c'était un monde assez fermé finalement. Oui, parce qu'à l'époque, vous avez 15 ans, Oui. vous souhaitez aider, créer l'association, mais on vous dit, reviens plus tard, fais médecine. En clair, vous découragez un peu. À 15 ans, on aurait pu dire, je laisse tomber. Vous vous êtes accroché, mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à ne pas lâcher l'affaire et à créer l'association? Je pense que c'est ce constat-là, c'est-à-dire se rendre compte que cette tranche d'âge entre 15 et 30 ans, c'est un vrai trou dans la raquette et qu'il n'y avait rien, il y a 11 ans, qui existait pour pouvoir accompagner ces jeunes. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était le moment où on parlait de la génération canapé pour parler des jeunes, la génération qui n'a pas d'avenir. Et vraiment, cette idée de se dire, quand on est jeune, on peut aussi faire quelque chose de concret et que l'engagement en santé, il peut aussi être citoyen. Alors concrètement, vous faites quoi avec ces jeunes? C'est quoi l'idée de l'association? Alors aujourd'hui, AIDA, c'est une association qui accompagne les jeunes entre 15 et 30 ans, qui les accompagne pendant le cancer. Donc on est présent dans 84 hôpitaux un peu partout en France et on permet à des jeunes bénévoles d'aller dans ces hôpitaux pour rendre visite aux jeunes qui sont hospitalisés, mais aussi après les traitements, puisqu'on les accompagne jusque 10 ans après la fin des traitements via des séjours pour les aider à se reconstruire qui s'appelle Highway to Health et via un centre qui s'appelle la Maison AIDA qu'on vient tout juste d'inaugurer à Paris, dans le 10e arrondissement. Un souvenir d'une patiente, d'un patient qui vous a marqué? Alors moi, j'ai
plein de souvenirs forcément, puisqu'on accompagne chaque année plus de 2000 patients en France qui ont entre 15 et 30 ans. Mais là, récemment, j'ai le souvenir d'un jeune qui s'appelle Baptiste et qui me racontait sa période de l'après-cancer et qui me disait que pour lui, la sortie des traitements, c'était quasiment plus dur que la période pendant les traitements, parce qu'on est complètement fracassé, il faut se reconstruire, il y a une injonction sociétale à reprendre sa vie d'après, alors qu'on a besoin aussi de cet espace et d'y aller étape par étape dans la suite. Donc moi, je pense beaucoup à Baptiste, notamment dans ce centre qu'on lance à Paris. Est-ce que le fait que justement ce soit des jeunes, dans votre association vous avez des jeunes qui parlent un peu aux jeunes, est-ce que ça permet de briser la barrière? Parce que parfois on se dit, bon, bah, si j'ai une asso qui vient et j'ai quelqu'un, moi j'ai genre 40 ans donc j'ai pas trop l'air à dire ça, mais un quarantenaire qui vient parler à quelqu'un qui a 20 ans, bon c'est un peu relou et le jeune de 20 ans se dit, oh il est gentil lui, mais... Alors, on ne va pas faire de jeunisme, mais c'est clair que ce que Aïda a créé en 11 ans, c'est un espace dans lequel les jeunes ont envie de venir d'abord parce qu'ils sont jeunes. Sur cette question de l'après-cancer, par exemple, il y a 65% des jeunes qui disent que l'après-cancer, c'est plus dur que la période pendant les traitements. Vous avez un jeune sur deux, par exemple, qui dit qu'au niveau de sa santé mentale, ça va être plus difficile. Et nous, avec Aïda, on a vraiment réussi à créer un espace grâce au pair à pair, grâce aux jeunes avec des jeunes, qui permet finalement à ces jeunes d'avoir envie de venir et donc de bénéficier de cet accompagnement dans l'après-cancer notamment. Est-ce qu'un senior de mon âge ne va pas vous apporter aussi, je sais pas, une espèce de maturité où vous accompagnez? Parce que des fois, les jeunes, ils sont peut-être un peu naïfs. Enfin, je fais un peu l'avocat du diable, mais... Alors, Aïda, c'est une association qui existe depuis 11 ans. Nos bénévoles ont tout âge aujourd'hui. Ouais. Les bénévoles qui interviennent à l'hôpital, ils ont entre 15 et 30 ans, mais sinon, ils ont vraiment tout âge. Il y a des bénévoles qui ont 15 ans. Désormais, vous avez pu faire ce que vous auriez aimé. Génial, la moyenne d'âge des bénévoles, c'est 19 ans. Après, on a aussi une trentaine de permanents qui travaillent dans l'équipe. Et là, il y a tout âge. Donc, c'est vraiment une structure qui a bien grandi. Et Aïda, c'était le prénom de votre grand-mère? Aïda, c'est le prénom de ma grand-mère, oui. Donc, des jeunes qui ont en moyenne d'âge 19 ans, est-ce que ça change quelque chose pour ces bénévoles? Est-ce qu'ils ont un regard différent sur la maladie ou la santé d'une manière générale? Alors, c'est une bonne question. Il y a un baromètre qui est sorti avec l'IFOP pour mesurer l'impact de l'engagement sur les comportements de santé de nos bénévoles. Et il y a des chiffres intéressants qui sont sortis. Il y a notamment, pour 9% des jeunes qui s'engagent comme bénévoles chez nous, qui veulent faire un métier en lien avec la santé, au bout de 3 ans d'engagement, 51% qui soit se réorientent, soit décident de faire un métier en lien avec la santé. Donc ça crée des vocations. Ça crée des vocations et on sait qu'on en a besoin. On a un jeune sur 4 qui a arrêté de fumer ou qui fume moins depuis qu'il est engagé avec nous. Un jeune sur 5 qui fait plus de sport. Donc on voit aussi que l'engagement, ça a un impact sur les comportements de santé. Et moi, ce que ça me fait dire, c'est que le monde de la santé, ça peut parfois être un monde un peu fermé quand on n'est pas professionnel de santé et que l'engagement, finalement, il vient donner une dimension citoyenne à ce monde de la santé et permettre à des jeunes qui en sont éloignés de s'y raccrocher d'une façon ou d'une autre. Donc on se rend compte que l'association, elle aide les patients, elle peut changer la vie des bénévoles. Et vous avez dit que l'association a également changé votre vie à vous. Ouais. Forcément, moi j'ai démarré, j'avais 15 ans, j'en ai 26 aujourd'hui. La structure a beaucoup grandi puisqu'on a une trentaine de personnes qui travaillent dans l'équipe. On est présent partout en France, on ouvre en Belgique. Donc aujourd'hui, c'est mon quotidien, c'est une école de vie. Ça, c'est clair que vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais rencontrés autrement. Et puis, ça fait de la santé, votre métier, d'une autre façon. Alors, c'est vrai qu'on accompagne souvent les patients durant la maladie. Vous l'avez dit, une des particularités, c'est de les accompagner en post-maladie. Ouais. Qu'est-ce que vous faites justement en post-maladie? Vous avez parlé d'un événement, mais ça consiste en quoi? Comment on accompagne quelqu'un après? On l'aide à s'amuser, à trouver un travail, à passer le cap et ne pas être une maladie, mais être une personne à part entière par la suite? Tout à fait. En fait, cette période de l'après-cancer, pour beaucoup de jeunes, elle est plus difficile. Je vous le disais tout à l'heure, 65% des jeunes disent c'est plus difficile pour moi après. Et il y a plein de raisons à ça. Il y a la question de la santé mentale, il y a évidemment les séquelles physiques que laisse la maladie, et il y a la question de l'emploi. Il y a 40% des jeunes qui ont perdu leur travail ou dû renoncer à leurs études du fait d'un cancer. Donc c'est énorme. Et nous, notre programme d'accompagnement de l'après-cancer, donc Highway to Health, qu'on va prolonger dans cette maison Aïda qu'on vient d'ouvrir à Paris, il fait exactement ça, c'est-à-dire permettre aux jeunes de se reconstruire et d'être accompagnés aussi bien sur le volet de la santé physique que de la santé mentale, que de la projection dans l'avenir. Donc c'est vraiment tout ça qu'on porte à la suite d'un cancer. Un projet qui marche, 11 ans d'association, vous continuez justement de progresser. Vous avez des financements particuliers parce que ça nécessite quand même beaucoup d'argent tout ça. Alors aujourd'hui, on est financé à 60% par des fonds d'entreprises privées, 20% par des dons du grand public et 10% d'autofinancement et 10% de dons du public. Voilà. Donc on peut aider si jamais vous le souhaitez, si jamais vous le pouvez. Aïda, vous l'avez dit, est présent ailleurs à l'étranger, notamment en Belgique, mais aussi au Liban. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
on peut souhaiter à tous les jeunes qui ont besoin d'être accompagnés de pouvoir l'être, à notre centre qui ouvre à Paris, de bien réussir son ouverture et d'accueillir tous les jeunes qui en ont besoin. Voilà. Bien, merci beaucoup, Léa. Merci à vous. Merci de montrer que les jeunes se mobilisent. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on les montrait comme des feignants. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. On a toujours cette image totalement décalée. Mais voilà, vraiment, merci Ce sera beaucoup. le mot de la fin. Je rappelle le titre de votre livre, Je veux être utile. L'engagement n'a pas d'âge. C'est publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous. Bonne continuation. Petite question autour de la table. Est-ce que vous aimez regarder les émissions, vous savez, de cuisine avec des concours? Ouais, carrément. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Sûr. Raphaël. Moi, je regardais avant, quand c'était encore amateur. Maintenant, ça devient trop pro, je trouve. Il y a Ok, un égo, Rim. là. Non, pas trop. Pas trop, c'est pas trop votre truc. Je vous propose un reportage en rapport. Vous allez voir si c'est votre truc, Rim. Parce que le milieu de la restauration est encore ouvert à peu de personnes dans le monde du handicap. Ni un chef, Nicolas Cadet, a décidé qu'il était temps que ça change. Il a donc créé un concours culinaire dédié aux personnes en situation de handicap. Delphine Renaud, Mathieu Vibo et Olivier Leplan les ont suivis. Top départ, c'est parti. Pendant 2 heures, ces 3 équipes vont s'affronter pour proposer le meilleur repas. Les brigades doivent composer avec 3 contraintes. Ils ne connaissent pas leur binôme. 2, ils découvrent leur panier mystère. Et 3, ils sont dans une cuisine qu'ils ne connaissent pas. Les équipes sont formées de chefs de restaurant et de cuisiniers en situation de handicap. C'est le cas de Mike qui participe pour la première fois à cet événement. C'est dur, mais puis j'ai une petite planche, c'est pas pratique. Il est passionné de cuisine depuis son enfance. Ça me stresse d'habitude. Avant j'étais plus à l'aise, mais maintenant c'est compliqué vu qu'il y a beaucoup de monde. Je suis pas à l'aise avec le monde. Le jeune homme doit se concentrer sur son dessert aux ananas et ce n'est pas le seul. Élodie aussi cuisine cet ingrédient imposé. Là, je fais un ananas rôti caramel et sa crème chantilly montée à la main avec un petit crumble coco. Malentendante, Élodie n'a jamais travaillé dans un lieu aussi bruyant. Un concours, c'est la première fois que j'en fais un, donc ça me permet aussi de faire face à mes peurs. Je n'aurais pas cru pouvoir les dépasser au jour d'aujourd'hui. Au fil des plats, les candidats prennent confiance en leur savoir-faire. Goûte et dis-moi ce que t'en penses. Si c'est bien, si ça manque de quelque chose, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est assez poivré? Est-ce que c'est assez salé? C'est pas assez poivré et salé. Voilà. La transmission, c'est ce qui est le plus important, le plus beau. Leur donner l'accès au métier et c'est pas un métier facile. L'épreuve touche à sa fin. Mais pour les candidats, le moment le plus délicat du concours arrive. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Mike doit présenter son dessert à des jurés qu'il ne connaît pas. Bonjour. En dessert, on vous propose un ananas poêlé avec une chantilly. Il y a de la vanille dans l'ananas poêlé et un caramel à la pomme. Merci beaucoup. Le créateur du concours a lui-même été victime d'un AVC et en a gardé des séquelles. Son objectif, c'est que les candidats prennent conscience de leurs capacités. Ça les transforme et après ils ont envie d'aller faire des stages, ils ont envie d'être mis à disposition ou pourquoi pas passer un diplôme et aller travailler en milieu ordinaire. L'heure de la remise des prix est arrivée. L'équipe d'Élodie est la grande gagnante. Ça me fait beaucoup de bien. Sachant que quand j'ai fait la proposition, elle m'a dit non, je ne peux pas participer. Les Bleus ont décroché leur place en finale nationale, mais ce concours a permis à tous les participants d'imaginer un nouvel avenir professionnel. Eh bien voilà encore une super initiative et c'est vraiment touchant. Bravo, bravo, bravo. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la sieste. Et aujourd'hui, on ne dira que du bien à propos de la sieste parce que c'est bon pour la santé. Et nous serons avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Il est médecin du sommeil. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans le centre de rééducation de Cap-Breton qui prend en charge les blessures des sportifs venus du monde entier. Du rire avec la chronique de Laura Domange. Et une surprise, Laura, vous êtes magnifique sur cette photo qui n'a pas du tout
tout été. C'est tout vous. Surtout la poitrine. Sans intelligence artificielle. Raphaël Aumont décryptera pour nous une tartinade de thon dont le premier ingrédient n'est pas du thon, mais un aliment gras, calorique et pas cher pour les industriels. Nous répondrons à la question de Lucienne, une téléspectatrice, qui aimerait savoir s'il est possible de consommer des fruits qui semblent pourris, parce que c'est vrai que parfois, on en retire la couche superficielle et on se demande est-ce que ça passe. Eh bien, c'est Rim qui lui répond et c'est maintenant. Et donc Lucienne, elle aimerait savoir s'il est possible de consommer des fruits ou légumes présentant des traces de pourriture ou de moisie en coupant les parties abîmées. Alors c'est vrai qu'on s'est peut-être tous posé la question à un moment quand on a un fruit abîmé. Est-ce qu'on coupe? Est-ce que ça suffit? On n'a pas envie de gâcher. En même temps, on a un peu peur pour sa santé. Voilà, donc chacun a un peu ses habitudes. Et alors ce phénomène de pourrissement des fruits, c'est dû à des micro-organismes. Pourquoi vous rigolez? Qui sont présents. On dit micro-organismes, vous rigolez, Raphaël? Il nous en faut très peu. Il nous en faut très peu, voilà. C'est les blagues du magazine de la santé. Exactement. Donc, ils sont présents sur les fruits. Il y a des bactéries, des levures et des champignons microscopiques. Et une fois cueilli, le fruit commence à se dégrader. Comme il est riche en eau et en sucre, ça donne encore plus à manger à ces petits organismes. Et voilà, et là, on va avoir des moisissures qui se forment. D'abord, c'est un petit point visible. Et ensuite, il y a un réseau invisible dans tout le fruit. Si je vous dis micro-organisme, Raphaël? Vous rigolez? Non. Quels sont les risques, justement? Ça fait des zéniths, ça. Je me dis, faut y aller, là. C'est fou à la fin. Alors, quels sont les risques à lui enlever, Alors, justement, le il faut problème, abîmer. en fait, c'est que ce petit morceau pourri, ce qu'on voit, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Les moisissures, elles peuvent produire ce qu'on appelle des mycotoxines. Donc, ce sont des substances invisibles et contrairement aux moisissures, elles sont incolores et inodores. Par exemple, pour les pommes, les poires, les raisins abîmés, ça peut contenir ce qu'on appelle les patulines. Donc, c'est une mycotoxine qui peuvent donner des troubles intestinaux et à haute dose, une toxicité pour les reins. Dans les fruits secs et les figues, là, on a une autre mycotoxine qui s'appelle l'aflatoxine. Alors, que des noms vraiment très appétissants qui peuvent donner des troubles digestifs immédiats. Et les risques seraient plus élevés pour les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, femmes enceintes, enfants en bas âge ou les personnes âgées. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la cuisson ne va pas venir dégrader justement ces toxines. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on peut en retrouver, par exemple, dans les compotes. On peut retrouver toutes ces mycotoxines. Donc la cuisson, ça ne les détruit pas et le froid non plus. Autant ça va empêcher le fruit de mûrir vite, mais par contre, ça ne va pas détruire donc, ces mycotoxines. Donc en gros, la moisissure qui est visible sur un fruit mou, probablement à l'intérieur, vous avez toute une partie invisible. Donc la recommandation, c'est de ne pas les consommer en l'état et pas d'en faire des compotes ou des confitures. Ouais. Et juste ça, c'est vrai, on voit plein d'astuces, soi-disant, sur les réseaux sociaux en disant tiens, j'ai quelques fruits qui sont pas beaux, je vais en faire une compote ou une confiture. Mais effectivement, c'est une très très mauvaise Sauce idée. tomate, on fait beaucoup Voilà, ça. avec des tomates pourries. C'est la non, pourrie, en fait, non, en tout cas. Mûre et pas jolie, peut-être, mais pas pourrie. Attendez, quand vous voyez une tomate pourrie, vous en faites une sauce tomate? Oui, je vais vous inviter à dîner, vous allez voir, c'est délicieux. Des nouvelles versions de Top Chef. On coupe et puis hop. Non, mais, oui, ça, donc anti-gaspi. vous On coupe retirez la la couche. partie blanche non, et faut pas après faire on ça, fait ouais. une sauce tomate, ouais. Et puis on la donne à nos enfants. Mais on aura fait du fait maison. Voilà. Quelle angoisse. Alors justement, comment éviter que les fruits ne moisissent trop vite? On peut les consommer vite, mais sinon, comment on fait? Oui, alors le frigo, déjà, c'est votre meilleure option. Ça va quand même nettement ralentir le mûrissement et limiter l'humidité aussi sur les fruits. Donc, vous pouvez les laver juste avant de les consommer ou les tamponner un petit peu quand ils sont humides. Et on les éloigne, ça on le connaît peut-être un petit peu moins, mais des bananes, des pommes et des avocats qui font mûrir les autres fruits plus vite. Et pareil, si vous avez un fruit abîmé, vous le sortez de la corbeille, comme ça il ne contaminera pas tous les petits copains. La banane qui est toute noire, on peut la consommer, c'est pas très grave, c'est juste qu'elle a plus de sucre. Oui, mais enfin, c'est pareil, on va retrouver des problèmes. Parce que le noir peut être aussi un signe avant-coureur de certaines toxines, etc. Quand c'est trop mûr, ça va. Mais des fois, ça cache pourri, autre en chose. fait, qui Ouais, est des pas fois, j'en bon. fais des bananes à bread pour les enfants aussi. Voilà, Oui, mais c'est pas encore moisi. Voilà. Faites faire un une livre. recette tous les deux. Voilà, on va écrire un livre. Nora et moi, on sera bien. Grosse panique en cuisine, grosse panique. Titre de nouvelle émission. Merci beaucoup, Rim. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction les Landes. Et direction Cap-Breton, dans un centre de rééducation de pointe où des sportifs du monde entier bénéficient du savoir-faire de ces experts. En quelques semaines, les blessures ne sont plus que de mauvais souvenirs. Reportage Elsa Téton, Benoît Lordelot et Stéphane Joviado.
kilomètres de plages de sable fin au pied des montagnes, le paradis de la glisse pour les surfeurs et l'endroit idéal pour flâner au soleil. Si beaucoup viennent à Cap-Breton pour le plaisir, eux sont bien là pour souffrir. Sur leur visage, l'abnégation. Sur leur corps, les blessures. Tous ces sportifs et militaires d'élite ont ici un objectif, retrouver leur meilleur niveau. C'est la promesse du Centre européen de rééducation du sportif. Juan Cruz Malia, rugbyman international argentin, passe les portes du CERS pour la première fois. Il y a 4 mois, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés au genou droit. C'est un sport d'exigence, avec beaucoup de contacts, du coup les blessures, ça fait partie du travail, de sport aussi. Bien sûr que c'est dur, mais oui, c'est le moment de s'arrêter un peu, de travailler, de bien revenir. Installe-toi ici, enlève les chaussures. Et pour revenir au meilleur de sa forme, il peut compter sur l'expertise du docteur Laboute. Vas-y, plie. Après son opération et plusieurs mois de renforcement musculaire, l'enjeu est de taille pour Juan. On va regarder la stabilité. Au sommet de sa carrière avant sa blessure, C'est parfait. son club et l'équipe d'Argentine comptent sur lui pour la saison prochaine. Ok, ça c'est un petit peu plus difficile. Ouais, juste un petit peu ici sur le côté. Petite sensibilité. Il faut trouver un petit peu l'intermédiaire entre les objectifs personnels, les objectifs du club, mais en même temps sa santé. L'idée, c'est de mettre en place un projet de rééducation pour pouvoir bien préparer son séjour. C'est parti. Merci beaucoup, Doc. Allez, bon Juan séjour. débute ses 2 semaines de rééducation. À la fin de son séjour, il pourra peut-être faire comme Edwin. Va chercher l'amplitude. Voilà, ça c'est bien. Relâcher quand je monte, fort quand je descends. Pourtant, le jeune militaire revient de loin. Rupture du ligament latéral, des croisés, fracture du péroné. Et top! Au cours d'une intervention, son genou droit vole en éclats. Un coup d'arrêt de 2 ans pour sa carrière. Quand on m'a dit ça, le monde s'est écroulé. Psychologiquement, au début, je voyais du noir. Enfin, je me sentais inutile, j'étais là dans le plâtre chez moi. Là, 1 an et demi après, je remarche, je recours. Une progression impressionnante après Désolé, seulement gars. 3 semaines au CERS. Edwin quittera le centre ce soir. C'est la dernière. C'était? Fatigué, mais bien. On n'a pas le choix, dernière séance. Dernière journée, donc on se donne à fond. Si les patients sont aussi vite remis sur pied, c'est qu'ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé. 5, on utilise les bras, 6, 7. Médecins, infirmiers, kinés, préparateurs physiques les suivent tout au long de leur séjour. Aujourd'hui, Juan découvre ce tapis de course un peu particulier. Donc ça, c'est la machine Halter-G. Donc en fait, ça va permettre de décharger le poids du corps, ça va souffler de l'air, ça va le soulever. Et aujourd'hui, on va enlever 30% du poids de son corps. Cette machine, développée par la NASA, permet de diminuer les effets de la pesanteur pour reprendre la course progressivement. Non, si ça fait mal, on fait pas. Mais c'est encore trop tôt pour Juan. Il ressent une gêne après seulement quelques minutes. On fait pas, on décalera la course sur Halter-G. La séance s'arrête ici. Son parcours de rééducation est encore long. Attention, je serre un peu. Juste à côté, Edwin utilise une autre machine de pointe. Allez, bien en bas et bien en haut sur les 2 butées. Hein. C'est l'heure de vérité pour le militaire. Ce test de force va déterminer s'il a retrouvé toutes ses capacités musculaires. Allez, tu donnes tout, Edwin. Hein. On se gère pas là. Allez, go! Allez, vers le haut et vers le bas. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Pousse, 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 pousse. Et tu ramènes fort. Allez, 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 allez. Vers le haut, vers le bas. Allez, encore, encore. Haut et bas. On y va, on y va. Ok, on relâche. Son genou résiste à l'effort. Le feu vert pour sa sortie. Pas de douleur. Je sens que j'ai regagné en force, en puissance. Je dois reprendre un peu du muscle sur la jambe seule, mais sinon, je suis bien. Edwin va bientôt pouvoir reprendre l'entraînement avec son régiment. Comme lui, près de 3000 militaires et athlètes sont soignés au CERS chaque année. Raphaël, c'est l'été, la saison des apéros dînatoires, et c'est vrai que la mode est à la préparation du houmous, du tzatziki, ou alors de cette crème de thon piquant. Moi, j'aime bien le thon, j'aime bien le piquant. Bah oui, on se dit c'est bien parti. C'est l'étiquette qui pique. Parce que, en fait, pour faire ça, normalement, c'est effectivement, vous avez raison, c'est l'été, c'est sympa, mayonnaise, tartine avec un peu de thon, etc. Mais là, il y a 30 ingrédients. On va découvrir ensemble, on va regarder tous les ingrédients qu'il faut pour faire ça. Et dans ces 30 ingrédients, vous avez 7 additifs, les fameux E quelque chose, et pas des plus sympas. Donc c'est
complètement démesuré comme préparation en fait. 30 ingrédients, Ouais. mais le principal, on se dit que c'est du thon, parce qu'on appelle ça du thon piquant. Donc moi, je veux que ce soit le thon. Oui, alors le thon arrive en second ingrédient. Il contient que 25% de préparation. Comme vous le voyez ici, le premier ingrédient, c'est de l'huile. De l'huile. De l'huile, voilà. Et quand vous regardez la composition nutritionnelle, en fait, ça on peut lire, 32% de matière grasse, ça veut dire en gros, d'après les calculs, vous avez à peu près 30% d'huile. Donc si on refait, ce que je vous propose, c'est de faire un peu comme d'habitude. On va prendre ce petit pot de 120 grammes et puis je vais vous refaire un petit peu comme ça, Proportion dans les pour proportions. proportion. Exactement. Donc pour faire ces 120 grammes, donc on a dit 30% d'huile. Ça fait quand même pas mal. Ah oui, effectivement, on a voir ce que D'accord. vous avez mis, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et après, second ingrédient, 25% de thon. Ça ne représente... Alors, tu devras montrer la quantité, Ouais. parce que là, vraiment, ils se moquent de nous. Hein, pour le Là, coup. vous Il y a n'avez que ça de thon. ça. Vous êtes prêts. Hop. Voilà. Oh. Et c'est tout. Mais quelle honte. Voilà. Donc déjà, ça commence très Vous mal. voyez, ouais, ça commence mal parce que quand même ce petit pot, j'ai acheté 3 €. Ça fait quand même 25 € le kilo. Donc 25 € le kilo pour ça. Pour de l'huile et pour quelques de miettes de l'huile thon. avec un peu de thon. Voilà. Bon, alors on a dit 2 ingrédients, mais il y a la suite de la recette. Alors il y a la suite. Il y a quand même un peu de jaune d'œuf. Donc, c'est-à-dire, en gros, de l'huile, du jaune d'œuf, ça fait un peu comme une mayonnaise, en fait. Hein. Vous avez aussi tomates, concentré de tomates. Alors, il y a des carottes que là, j'ai pas mis. Vous avez des épices, sel, poivre. Donc, en fait, c'est une mayonnaise aromatisée avec un peu de carottes et de tomates. Et ça, en fait, les ingrédients, ça devrait s'arrêter là, en fait. Hein. Mais vous voyez que là, on est encore très, très loin du résultat. Ouais, la texture, là, ça va pas. Là, la texture, ça va pas, effectivement. Donc, en fait, ça veut dire que les industriels, ils ont... Et puis, il y a beaucoup trop de sauce. Donc, ça veut dire que les industriels, ils ont un peu filouté pour nous rajouter des choses, pour nous faire ce côté très texturable de tartine. On va continuer la recette Oui. version industrielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, en fait, tout ce qu'il ne faudrait pas rajouter maintenant dans une recette classique qu'on fait chez soi. Donc, concrètement, c'est vraiment les stratégies de l'agroalimentaire. Hein. Pourtant, ça, c'est une petite marque dit traiteur. Hein. Donc, de l'eau. Et puis ensuite, on va mettre du sucre. Ça n'a rien à faire dans une... Voilà, hélas, classique. Du sirop de glucose, donc encore du sucre. Voilà. Et puis, pour lier tout ça maintenant, parce que là, on n'a toujours pas cette texture, il va falloir ajouter des fibres végétales. On va en mettre un petit peu. C'est quoi ça, des fibres végétales? Fibres végétales, alors ça peut être... C'est des fibres pour donner l'épaisseur? Oui, c'est ça, qui sont extraits de végétaux. Hein, ça peut être des choses assez naturelles, mais bon, pourquoi? C'est ce qu'on appelle des isolats. Protéines de lait. Donc là, ça va faire du liant aussi. Donc c'est vraiment des choses complètement des résidus, en fait, de ce qu'on appelle du cracking industriel. Et puis ça ne s'arrête pas là, parce que maintenant, pour avoir cette texture, il va falloir ajouter des épaississants. Donc là, vous avez E412, gomme de goire. Ensuite, 415, le xanthane. Et là, on va commencer certainement à faire épaissir avec de l'eau. En fait, ces chaînes vont s'hydrater et ça va commencer à épaissir Et progressivement. ça commence à ressembler à la version Ça commence à industrielle. ressembler, voilà. Alors, il faudrait peut-être que je mette un tout petit peu plus de tomates, voilà, ou carottes, et puis ça va commencer à ressembler, effectivement. On va laisser prendre le temps, vous voyez, les épaississants jouent leur rôle, ça fait du liant, et ça va vous reproduire cette mayonnaise. Vous voyez, ça épaissit à fur et à mesure que je mélange, ça épaissit, et donc, vous voyez, ça commence à se tartiner. Et en plus, vous n'avez pas terminé, là, Raphaël. Et j'ai pas terminé, parce que maintenant, il va falloir donner du goût, et puis garder, par exemple, 2-3 semaines. Donc il va falloir la rajouter. conservation. Donc on va changer l'acidité de la préparation avec de l'acide lactique E270, de l'acide citrique E330. Acide citrique, c'est quand même ce qu'il y avait naturellement dans le jus de citron si vous faisiez une mayonnaise avec juste un filet de citron. Hein. Voilà, donc c'est dommage d'aller chercher des extraits comme ça. Acide ascorbique, un antioxydant. Voilà, et puis là, on va encore renforcer le coup avec des conservateurs. Donc vous avez du benzoate de sodium, donc là ça devient pas très très sympathique, le E211, et puis le E202, le sorbate de potassium. Voilà. S'envoie. Et ça, voilà, vous voyez, ça c'est tartinable. Je modifie, oui, ça y est, ça se tartine bien là. Ah, ça y est, vous avez reproduit la recette industrielle. on va modifier un petit peu, etc., mais voilà. Sauf que là-dedans, vous avez 30 ingrédients. Alors, on se fait vraiment avoir. C'est hallucinant. Il n'y a pas de Et terme. avec un prix qui est juste hallucinant. Et en plus de ça. Sauf que finalement, on peut la faire version maison, facile, et ça reviendra moins cher au kilo finalement. Ça revient beaucoup moins cher, vous maîtrisez, et chacun peut personnaliser sa recette. Là, vous me disiez, moi j'aime bien quand c'est un peu pimenté, etc. Vous prenez du thon, mayonnaise. Allez, même au pire, c'est l'été, vous dites, vous pouvez acheter de la mayonnaise. On peut acheter une mayonnaise évidemment. toute faite. Voilà, vous regardez les ingrédients, il y en a qui sont assez bonnes d'ailleurs. Vous mettez une cuillère, vous voyez, c'est juste pour lier. On n'est pas en train de mettre plus de mayonnaise que de thon. Donc comme ça, vous commencez à lier votre préparation. Vous pouvez en rajouter un petit peu si vous voulez. Et puis maintenant, on va mettre un peu de concentré de tomate
mais du vrai. Et on pourrait couper aussi des tomates si on a envie. Si vous avez même un petit reste de ratatouille, par exemple, vous savez, vous mettez un petit peu ça, ça va être sympathique. Là, ça va donner de la couleur et un peu de goût. Et puis ensuite, piment, là, vous avez du choix, piment d'Espelette. Ou alors, moi, j'aime bien, c'est le paprika fumé. Vous savez, ça, c'est très sympa, ça. Ça pique un peu moins, le paprika fumé. Ah, ça peut... ouais, mais c'est vrai, vous avez raison. Et ça un peu d'harissa, quand même. Ah, alors mettez... Mais voilà, mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, chacun, vous pourrez faire un bar à mayonnaise, vous savez. Quand j'ai dit harissa, j'ai eu un « Oh oui, de Laura Domon !» Je t'ai dit « Oui, vive la harissa !» Oui, mais c'est sympa. Et puis là, par exemple, moi, j'aime bien les baies roses. Voilà, donc moi, je vais mettre un peu de baies roses. Ça, c'est pareil. C'est assez sympa, ça donne un peu de relief. Mettez ça, comme ça. Ah, c'est plus joli, en plus. Et puis ensuite, c'est fini. Vous voyez, il a fallu 5-6 ingrédients. Vous mettez ça dans un petit pot. Ah ouais, franchement. Non, mais... Ah ouais. Voilà, oui. vous remettez un tout petit peu de C'est ça. un gros oui, Raphaël, là. C'est un gros oui. Bon. Et ça ne nous a pas pris longtemps, en plus. Non, mais regardez, comme ça, 5 minutes. Vous avez une autre version qu'on peut faire aussi rapidement? Exactement. Par exemple, on peut faire... Là, on a même le temps de la faire. Eh bien, c'est parfait. On prend des herbes, vous savez, ciboulette, persil, coriandre, tout ce que vous avez envie. Des capres hachés, un peu de citron, zeste, alors râpé ou à la microplane. Et puis encore un petit peu de mayonnaise qui va servir de base. Et c'est fini. Voilà. Et là, c'est une version un petit peu verte, comme ça. Vous voyez, là, c'est plus... Si vous avez envie de mettre un peu de wasabi pour relever aussi, ça, c'est sympa. Et ça va vous faire un côté un peu plus vert. Un peu d'oignon haché si on avait envie. Mais là, c'est très simple aussi. Et là, l'idéal, c'est de le faire en petite quantité, parce que ça, on peut le conserver combien de temps, Raphaël, pour le Alors coup, là, par contre, si c'est mayonnaise maison, justement, avec un jaune d'œuf qui est cru, c'est 24 heures. Voilà. Mais vous faites des petites quantités, vous voyez, ça... Là, c'est pareil, c'est quand même, ça prend 3 secondes. Eh ben, c'est super cool. À la Oui, place de la chacun mayonnaise, rajoute son petit grain à la de place de sel. la mayonnaise, on peut mettre aussi du fromage blanc. Exactement. Raphaël. Tout à fait, un Voilà. fromage frais. Mais vous voyez, là, on est déjà en train de personnaliser, on est en train de s'amuser, on fait la recette en même temps, on tartine un On vrai a de pain la chimie frais. et de la cuisine avec Mais vous, Raphaël. de la bonne chimie Ça gourmande. fait partie des langages de l'amour, savoir cuisiner, Raphaël. Ah, mais... Là, vous savez me parler aujourd'hui. Vraiment, je suis ravi. On passe à notre dossier du jour. L'été arrive et avec lui, la chaleur, le farniente et une envie de sieste. Alors, est-ce qu'elle permet de compenser des nuits trop courtes? Quelle est sa durée idéale? Est-ce qu'elle peut perturber le sommeil, notamment le soir? On répond à toutes ces questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et l'auteur de ce livre que je vais récupérer juste ici, puisqu'il est très bien, La nuit vous appartient. C'est publié aux éditions Robert Laffont. Petit tour de table pour savoir déjà dans un premier temps, est-ce que vous aimez faire la sieste? Rime. J'ai une passion pour la sieste. Passion pour la sieste. J'adore ça. Raphaël. Moi, j'essaye, mais j'arrive pas. Laura. Depuis que j'ai des enfants... Il y a peut-être plusieurs Bien, réponses. ouais. Mais est-ce que vous avez le temps de faire une sieste? Moi, j'essaye de faire court, 20 minutes à peu près. Voilà. 20 minutes. Et après, je me Laura, lève. sieste, ça existe? Oui, quand les enfants la font, moi, je la fais le temps qu'ils la font. Ah, alors ça pose la question du temps déjà. Parce que quand on fait une sieste, Laura a dit, quand on est des enfants, c'est vrai qu'on est fatigué. On se dit, est-ce que ça peut compenser des nuits un peu galères? Alors souvent, d'abord, je pense aux parents qui ont des enfants en bas âge et souvent des nouveau-nés. On dort quand on peut. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir son temps total de sommeil, son besoin finalement de sommeil sur 24 heures. Et on dort un peu quand on peut. Quand l'enfant n'est pas éveillé, il ne faut pas répondre à ses besoins de manière immédiate. Donc oui, c'est évidemment bon. Mais le moment est important, effectivement. Et on dit, en tout cas, pas de sieste longue après 16 heures. Parce que sinon, vous allez impacter votre sommeil de nuit et moins bien dormir la nuit. Vos enfants, ils font la sieste à quelle heure, Laura? Midi et demi, oui. Midi et demi, c'est bien. C'est bien. Juste avant le Mac de la santé, tout va bien. Et vous, Jimmy, vous siestez ou pas? Pendant les vacances. Ah voilà. Je trouve que c'est un truc de vacances, la sieste. Et oui, moi j'essaye pendant les vacances, on se dit j'ai du temps, donc je m'allonge, puis je me dis j'arrive pas en fait. Alors qu'on me dit c'est bon pour la santé, etc. Mais j'arrive pas. Alors deux choses, c'est vrai que la première, donc ça, vers cette heure-là, c'est ce qu'on appelle le creux circadien. Donc naturellement, physiologiquement, la température s'abaisse un petit peu, et donc c'est un moment qui est favorable pour le sommeil. Et pour répondre, effectivement, tout le monde n'est pas siesteur et ce n'est pas grave. Hein. Si on sent qu'on n'arrive pas du tout à faire la sieste, c'est qu'on n'en a pas besoin. Oui, est-ce que ça veut dire peut-être que Raphaël dort très bien? Est-ce que les personnes qui ne font jamais de sieste, en fait, elles ont une bonne durée de sommeil, un bon sommeil, en fait, elles n'ont pas besoin. Alors si elles avaient l'occasion, parce que parfois, avec le travail, on ne peut pas faire de sieste. Oui. Alors, ça peut être le cas, effectivement, parce que ceux qui ont un bon sommeil de nuit, effectivement, remplissent leurs besoins et donc en journée n'ont pas du tout de somnolence ou d'envie de s'endormir, n'ont pas de pression de sommeil sur le plan médical. Mais malheureusement, certains dorment mal la nuit
pas assez, aimeraient pouvoir avoir un moment de repos, mais n'arrivent pas à trouver ce moment, n'arrivent pas à lâcher prise, parce qu'au niveau des rythmes, ils ont un éveil qui est très fort, une température qui est haute et une vigilance qui est haute. Et donc, impossible de mettre au repos ce sommeil. Il n'y a pas malheureusement de bouton, on ne l'a pas encore trouvé. On ne l'a pas trouvé non plus sur le plan pharmacologique, d'ailleurs, on le cherche, hein, mais ce bouton sommeil qui permettrait vraiment de faire démarrer le sommeil. C'est du lâcher prise. À l'inverse, il y a des personnes qui ont besoin de faire la sieste en permanence parce qu'elles sont tout le temps fatiguées. Est-ce que ça peut être le signe d'un mauvais sommeil? Merci Mohamed, c'est vraiment... Jimmy. Ça marche aussi. J'ai hésité entre Dr Mohamed ou Jimmy. C'est ce que je suis poli et respectueux, j'aurais dû dire Dr Mohamed. C'est une bonne question parce que les études montrent effectivement que chez les sujets âgés, la sieste est associée quand même à davantage de maladies, davantage de surmortalité. Donc chez quelqu'un qui, de manière inattendue ou inhabituelle, fait la sieste et la fait de manière plus longue, ça peut être le signal qu'il y a une maladie qui est en train de pointer son nez. Et vous parlez de sieste plus longue, on va vous parler du traditionnel train du sommeil, puisqu'on va pouvoir savoir quelle est la durée idéale d'une période de sieste. Alors, quand vous dormez, vous allez enchaîner plusieurs phases. Le sommeil lent, léger, qui est un sommeil où vous allez pouvoir être réveillé assez facilement. Si vous patientez, vous passez dans le sommeil profond. Et puis le sommeil qu'on appelle le sommeil des rêves, qu'on appelle le sommeil paradoxal. Ça forme un cycle qui va durer environ 90 minutes. Et au cours d'une nuit, vous allez enchaîner 4, 5, 6 cycles. Donc si un cycle fait 90 minutes, si on fait une sieste de pile 90 minutes, on a fait un cycle? Absolument. On a fait une sieste longue. Alors, dans les siestes, il y a différents avantages. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, et notamment des études aussi qui ont été faites chez les sportifs de haut niveau, puisque la sieste peut être un temps de récupération. Les siestes longues, où on fait l'ensemble des cycles tels que vous l'avez montré, permet une récupération maximum, à la fois aussi sur le plan physique et sur le plan énergétique. On va refaire un stock énergétique au cours de ce sommeil-là. Par contre, le risque, c'est de se réveiller avec ce qu'on appelle une ivresse de sommeil. On est dans le mal absolu. Moi, si je dépasse 30 minutes ou une heure... C'est le coma. La fin de journée, elle est gâchée presque. C'est le coma. Et les sportifs, du coup, ont une moins bonne coordination, sont moins bons au lancer à 3 points pour les basketteurs. Les tennisman sont moins précis, font un pourcentage de premier service moins bon. Donc, globalement, pour tout ce qui est sport fin, de coordination, etc., on va altérer, mais aussi dans la vie de tous les jours. Si on veut vraiment être récupéré sur le plan de sa concentration, de sa mémoire de travail, c'est 15 minutes, pas plus. Au-delà, on risque d'avoir cette ivresse de sommeil. On a cette question de Laurent. Est-ce vrai que faire la sieste 1 ou 2 heures peut être néfaste pour la santé? Parce que vous avez dit, les basketteurs, ils loupent leurs 3 points. On est triste pour eux, mais nous, est-ce qu'en termes de santé, on risque quelque chose? Alors, en termes de santé, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, globalement, si c'est un besoin nouveau qui apparaît avec le besoin de dormir en journée, on n'avait pas ce besoin-là avant, ça peut être le signe d'une maladie. Maintenant, au contraire, la sieste et le fait de dormir un peu plus le week-end montrent que quand même, c'est associé à une diminution du risque cardiovasculaire en particulier, moins d'infarctus, moins d'accidents vasculaires cérébraux, des tensions artérielles qui sont également souvent meilleures. Donc quand même, la sieste, c'est une récupération qui est utile pour le corps. On a cette question, est-ce qu'une sieste de 3 heures peut être considérée comme une sieste? 3 heures, c'est... 2 cycles, du coup. Non. Et donc, là, c'est quasiment du sommeil polyphasique, c'est-à-dire du sommeil en journée, du sommeil la nuit. Les gens qui dorment 3 heures en journée dorment souvent moins la nuit. Mais effectivement, on a des populations en Asie, en Afrique du Nord, qui font la sieste tous les jours, qui font des siestes longues, et du coup, ils dorment un peu moins la nuit. On estime que 70% des Français aimeraient pouvoir faire la sieste au travail. C'est une pratique encouragée par le ministère de la Santé. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, nous sommes rendus dans une entreprise qui a décidé d'accorder cette pause à ses salariés. Reportage Elsa Téton, Benoît Lordelot, Kevin Laperrière. Au moment de se remettre au travail après le déjeuner, on aimerait bien partir au pays des songes. Mais impossible au bureau. Il faut bien souvent rivaliser d'astuces pour éviter de se faire démasquer par ses collègues et s'accorder une petite pause. Une situation embarrassante que Maud ne connaît pas dans son entreprise d'informatique. Après la cafétéria, elle a adopté un réflexe. Je prends mon application, je lance la réservation d'une sieste et puis je regarde si j'ai un petit créneau de dispo. Et Maud est une championne en la matière. 114 siestes, soit plus de 2600 minutes passées dans cette salle insonorisée, conçue spécialement pour la sieste. À sa disposition, 5 fauteuils installés ici il y a 3 ans et qui ont changé ses pauses déjeuner.
Soit je me mettais sur mon fauteuil, je me calais comme je pouvais et puis je fermais les yeux et j'attendais les beaux jours avec impatience pour pouvoir aller dans ma voiture après le déjeuner, m'allonger sur mon siège auto, baisser un peu les carreaux pour pas souffrir de la température puisque sous le soleil ça chauffe. Après une matinée devant son écran, Maud peut aujourd'hui se reposer en toute sérénité. Un moment de détente, plébiscité par une dizaine de salariés chaque jour. Surtout le calme. Vraiment le fait d'être posé, d'être là seule aujourd'hui, mais même quand on est plusieurs, c'est vraiment silencieux, vraiment on se ressource un peu. Ça permet de décrocher de l'environnement, les open space, le bruit aussi, c'est vachement calme, de pas forcément discuter avec les collègues, de rester un petit peu dans sa bulle, de profiter tout seul quoi. Après 25 minutes dans cette sorte de cocon, Maud se réveille métamorphosée. Revigorée, ça fait du bien, c'est une petite pause, on se détend et on se repose. Ça repart tout doux pour le reste de la journée. Quelques minutes de sieste, c'est finalement un gain de productivité, ce qui n'échappe pas aux responsables. C'est tout bénef pour vous et l'entreprise, donc c'est du gagnant-gagnant. Moi, si je vois des collègues ou des gens qui peuvent être un peu crevés, je leur dis allez-y, allez-y. La salle, elle est là pour ça, pour avoir la pêche l'après-midi. Le bien-être au travail s'impose aujourd'hui comme une priorité pour de nombreux salariés et même un critère de choix au moment de postuler. Il faut faire la différence aussi sur le marché du recrutement. Et le fait d'avoir des services sur place permet aussi aux collaborateurs d'être plus attirés, notamment par l'entreprise, et aussi d'être motivés à venir travailler sur le site pour éviter des demandes trop importantes de télétravail, par exemple. Et c'est vrai que ça aide justement les collaborateurs aussi à avoir une vraie vie sur le site de l'entreprise. Si la sieste en entreprise reste marginale en France, dans certains pays, notamment asiatiques, dormir après le déjeuner fait partie intégrante de la journée de travail. C'est vrai que dans certaines cultures, on intègre la sieste de façon à part entière, mais en France, on a cette idée, ceux qui font la sieste, c'est un peu des feignants, c'est pas très bien vu de devoir faire une sieste. Alors, je suis complètement d'accord, Jimmy. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en France, il y a vraiment cette image du sommeil égal feignant. C'est pas très mode d'arriver au travail, de dire moi, tu sais, je suis long dormeur et j'aime faire la sieste. On rêve tous d'être petits dormeurs pour montrer qu'on est très actifs, on fait plein de choses, etc. Donc, moi, je trouve que ce reportage avec des entreprises qui protègent le sommeil, font du sommeil un moment agréable, essentiel pour sa santé, pour mieux vivre et plus longtemps. Moi, je trouve que c'est des politiques d'entreprise qui sont vraiment tout à fait saines. Raphaël, vous avez une question à propos du moment de la sieste. Oui, au niveau des calories, par exemple, on nous dit qu'il ne faut peut-être pas faire la sieste juste après avoir mangé, il faut attendre, ou je ne sais pas s'il y a des risques avec le poids ou la prise de poids. Alors, il y a des idées reçues, j'imagine, là-dessus, non? Il y a des idées reçues. La première, c'est que finalement, en réduisant son sommeil, on sera plus éveillé, plus actif, et donc on brûlerait plus de calories. Ah oui, c'est vrai. C'est complètement faux, en fait. C'est quand on dort moins, quand on est en privation, les hormones de satiété, les hormones de faim sont dérégulées. On a aussi envie de sucre, on a envie de gras, on stocke davantage, donc en fait, on grossit plus. C'est en respectant son besoin de sommeil qu'on va avoir en fait son poids de forme, son poids idéal. Et la sieste, ou en tout cas un sommeil qui serait trop proche du coucher. De la fin de repas, oui. Première chose, on va d'abord avoir des reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire des petites remontées acides, globalement, qu'on perçoit ou pas, mais qui vont perturber le sommeil et la profondeur du sommeil. Et en plus, effectivement, quand c'est trop rapproché, on n'a pas le temps de vraiment bien digérer. Et là aussi, c'est associé à davantage de surpoids et une mauvaise absorption. Maïté nous demande si la sieste peut remplacer une nuit en cas de nuit blanche. Oui, alors de toute façon, il faut le faire parce que... Donc vous allez dire non. C'est ça. En fait, parce que j'avais dans cette idée, il y a cette idée reçue de dette de sommeil. On a 5 heures de dette, on va récupérer 5 heures. On récupère jamais, c'est un stress pour le corps. C'est pour ça que j'ai hésité au début. Attention, il faut respecter vraiment son sommeil, on récupère jamais complètement. Maintenant, en journée, si on est en privation importante de sommeil, on a une somnolence, on a un risque d'accident, des mauvaises prises de décision, un risque de tout, bref. Dormir permet effectivement quand même de récupérer. Et alors, si par exemple on est au travail et qu'on n'a pas une salle comme celle-ci, est-ce que dormir assis déjà quelques minutes, ça repose? C'est la question de Philippe. Dormir assis, est-ce que c'est OK dans un fauteuil ou est-ce qu'il faut forcément être allongé dans un lit? Alors, les études montrent que globalement, on récupère quand même moins bien. Et à ce moment-là, on peut quand même créer des conditions sympathiques en allongeant son fauteuil, par exemple, en portant un masque, des boules caisses, pour quand même essayer de s'isoler sur le plan sensoriel et favoriser un sommeil. Et tout ce qui est repos,
Même si on a l'impression d'ailleurs de pas forcément d'avoir dormi, le fait de simplement fermer les yeux, se relaxer, lâcher un peu prise. Si on s'endort, tant mieux. Et si on s'endort pas, c'est pas grave. On a quand même récupéré d'une certaine manière. Je crois que dormir à l'antenne, par contre, Rim, ça, c'est pas conseillé. Non, ça, j'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché. Au bout de 2 secondes, vous êtes cramé. Réveillez-vous. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à faire de sieste, le fait de faire un espèce de temps calme, c'est OK aussi? C'est quand même OK. Et ce temps calme, en fait, on montre... Pendant très longtemps, on pensait que le sommeil, c'était du tout ou rien. C'est-à-dire, vous dormiez ou vous étiez éveillé. On sait maintenant qu'on fait ce qu'on appelle du sommeil local. C'est-à-dire, quand vous vous reposez, quand vous fermez les yeux, que vous méditez, que vous vous laissez aller, en fait, il y a certaines zones dans votre cerveau qui vont se mettre au repos, qui vont faire ce qu'on appelle des ondes lentes et qui vont récupérer. Donc c'est plutôt bénéfique. On a Marie qui demande jusqu'à quelle heure on peut faire la sieste sans perturber la nuit qui suit. Très bonne question de Marie. Jusqu'à 16 heures. Sieste après 16 heures, là on va impacter le sommeil de nuit et ça me permet une transition parfaite. Pendant très longtemps, les médecins du sommeil déconseillaient en fait de faire la sieste. Pourquoi? Parce que quand vous souffrez d'insomnie, vous souffrez du sommeil la nuit, si vous dormez en journée, vous allez aggraver, augmenter les difficultés de sommeil la nuit. La nuit va devenir encore plus un champ de bataille. Donc si vous avez de l'insomnie nocturne, pas de sieste pour avoir une bonne pression de sommeil en journée et maximiser vos chances de bien dormir la nuit. Richard nous demande s'il est normal à 27 ans d'avoir envie de faire la sieste. Parce qu'on se dit, c'est vrai que les jeunes, on se dit, j'ai 27 ans, force de l'âge, pas besoin de sieste. Mais oui, mais parce que effectivement, ce sont les représentations qu'on a sur 27 ans. Il y a des longs dormeurs, il y a des gens qui dorment pas suffisamment la nuit, qui ont besoin. Les adolescents, beaucoup d'adolescents font la sieste le week-end, essaient de récupérer. Et c'est très bien, il faut savoir s'écouter et le faire au bon moment, au moment du creux circadien. Donc on peut aussi inciter les plus jeunes à faire la sieste, les ados, on leur dit pendant les vacances de profiter de la sieste? Tout à fait. Les ados, profitez de la sieste si vous le souhaitez. Recalez votre horloge, levez-vous à heure fixe, voilà, l'heure qui est la vôtre. Et puis, après 15 jours de vacances, on a un aperçu de ce que seraient ces rythmes idéaux de sommeil, à la fois sa durée de sommeil, mais aussi un coucher idéal et un lever idéal. Ça permet d'avoir une représentation un peu de ses besoins. Et pour finir, on a dit tout à l'heure, pas de sieste après 16 heures. Et selon vous, quel est le meilleur moment pour faire la sieste d'un point de vue, on va dire, biologique? Alors là, ça dépend de l'horloge. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Donc ça, on le sent. C'est souvent sur l'heure du déjeuner, juste après le déjeuner. On sent que... Il faut un peu digérer. Oui, voilà, c'est faut un peu digérer. Il ne faut pas le faire tout de suite. Mais en général, on laisse un espace de 2 heures. Certains ont du mal à laisser un espace de 2 heures parce que la somnolence arrive très vite. Mais on le sent. C'est-à-dire la température centrale diminue un peu, la vigilance diminue un peu. On sent que c'est le moment d'y aller. Globalement, le sommeil, c'est être à l'écoute de son corps, de ses signaux. On commence un peu à bâiller, on est moins présent, c'est que c'est le moment d'y aller. 14h35 après le mag. Eh bien, ça me va parfaitement. Idéal. Professeur Pierre-Alexis Geoffroy, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Je rappelle le titre de votre livre dans lequel on retrouve plein de conseils pour améliorer votre sommeil. La nuit vous appartient, c'est publié aux éditions Robert Laffont. Habituellement, après le dossier, l'émission est terminée, mais là on a une petite surprise et c'est Laura Demange. Et Laura, c'est à vous. Merci, écoutez, merci, le meilleur pour la fin, je le prends très bien, je suis ravie. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt non, au revoir. C'est la dernière émission de l'année, c'est terrible, mais comment je vais faire, moi, sans vous, pour avoir des insomnies? Je veux dire, sans Rim qui me dit que l'huile de Nigel, c'est super allergène, sans Raphaël qui me dit que je peux rien bouffer, sans Jimmy qui me confirme que je peux rien bouffer, et sans Mohamed qui... Eh ben non, c'est la même personne, on l'a vu. Ah là là, je ne m'y fais toujours pas. Rien ne peut me consoler, rien. C'est terrible. Ou alors peut-être le fait d'avoir la certitude qu'on se retrouve à la rentrée prochaine. Non, même pas. Ça ne peut pas me consoler. Ou peut-être que vous doubliez mon salaire. Non, même pas non plus. Ou peut-être que vous le tripliez. Ah, ça commence. Non, vous savez quel est le meilleur médicament contre la tristesse? L'humour? Alors, l'humour, c'est vrai, mais la musique. Ah, oui, c'est vrai. oui, Selon de nombreuses études que j'ai pas lues, on va pas se mentir, écouter de la musique ferait libérer de la dopamine dans le cerveau. Et oui, ça rendrait heureux. Alors bien sûr, pas toutes les musiques. Je suis pas sûre qu'écouter du Barbara, ça nous rende... On fait la vie pleut sur Nantes. Non, mais là, je me dis, après tout, voilà, l'été arrive, on a des raisons de se réjouir. Alors, pour se consoler, de se dire au revoir, eh bien, je vous ai concocté, chers téléspectateurs et téléspectatrices du MAC de la Santé, en toute modestie, j'ai composé pour vous un tube de l'été. Pour se protéger... Alors, je vous invite à pousser vos canapés parce que ça va swinguer. Pour se protéger du soleil, on met de la crème senteur coco.
Mais pour les perturbateurs endocriniens, la crème, c'est non, non, non. Alors que faire? Briller ou brûler? Peu importe ton choix, le résultat, c'est le cancer. C'est l'été, on va danser ou juste crever de chaud. C'est l'été, sors de chez toi, mais reste à l'ombre, c'est mieux pour toi. Il fait beau, ce qu'on kifferait, c'est une piscine de rosée. Un verre, c'est bon pour la santé. Ah non, en fait, ah si, ah non, selon les sources, on sait plus trop. Alors que faire? Un verre ou mes artères? Peu importe ton choix, le résultat, c'est l'enfer. C'est l'été, on va danser ou juste crever de chaud. C'est l'été, hydrate-toi avec de l'eau, mais qui vient pas d'une bouteille en plastique, il a des microparticules, parce que c'est très cancérigène. C'est pas Jimmy qui va me contredire, n'est-ce pas? C'est mieux pour toi. Vous savez ce qu'on vous dit depuis 30 ans? On vous dit, profiter de la vie, c'est important. Allez. Mais ce qu'on vous dit aussi depuis 6 mois, c'est que ce qui était bien avant, en fait, ça l'était pas. Pour se rafraîchir, on rêve d'un plouf. La mer, c'est encore gratuit. Ouf, c'est bon pour le corps de faire des brasses quand tout à coup, on boit la tasse. Dedans, il y avait quoi? Du mercure, des restes de crème solaire, du pipi plein de rosée. Finalement, avec tout ça, je préfère l'hiver. C'est l'été. On va danser ou juste crever de chaud. C'est l'été. Baigne-toi, mais bouche fermée, c'est mieux pour toi. Merci. Merci Bonne nuit à toutes et à tous. Merci Laura. Et voilà, c'était la dernière émission du MAG de la santé de la saison. Je tenais, au nom de toute l'équipe, à vous remercier de votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous regarder. On espère vous avoir aidé à prendre soin de votre santé, que vous avez appris plein de choses et que vous avez passé de bons moments avec nous. Merci également à tous ceux qui font le succès de cette émission du MAG de la santé, car en plateau, nous ne sommes qu'une poignée. En réalité, plus de 80 personnes travaillent sur cette émission, des journalistes en passant aux cadreurs, aux techniciens, à la réal, la production, les coiffeurs, les maquilleurs et j'en passe. Bref, merci, car ce succès, c'est également le vôtre. Dès lundi, vous retrouverez les docs du MAG avec le meilleur de nos poux de la France. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve très très vite. Excellente journée sur France 5.